organise pour finir cette journée une petite table ronde où cette fois-ci, plutôt dans la journée, on avait vraiment la réflexion sur comment, dans la pratique de tous les jours, on peut limiter notre impact sur l'environnement, déjà en connaissant mieux l'environnement, peut-être en évitant de passer sur les sortir des chemins ou des choses comme ça. Là, on va plutôt aborder la question des événements. Comment on peut organiser des événements qui soient durables, qui soient profitables aussi pour la population, pour les territoires, pour l'environnement, peut-être. Et donc, je vais laisser chaque participant se présenter au fur et à mesure. On peut commencer par Félicien, donc, qui est doctorant à l'université Savoie-Mont-Blanc, qui organise aussi, lui aussi, un trail qui commence à avoir une petite envergure, qui est sympathique. Donc vas-y, je te laisse finir de te présenter. Du coup, rebonjour à tous, bonjour Olivier. Donc Félicien Ténaz, comme mentionné, on en a déjà parlé avec certains d'entre vous, je suis doctorant en géographie au sein du laboratoire EDITEM. C'est un laboratoire qui travaille sur les environnements et territoires de montagne à Chambéry. J'ai la particularité d'être doctorant CIFRE. Donc une CIFRE, qu'est-ce que c'est? C'est quand il y a un contrat qui est passé entre une entreprise privée et un laboratoire de recherche. Donc l'entreprise privée, moi c'est UTMB Group, comme vous l'avez compris. Pourquoi ce projet de recherche? Parce que vous n'êtes pas sans savoir, UTMB Group est fortement remis en question sur son modèle de développement, sur la thématique des impacts environnementaux. Donc l'entreprise a dit d'accord, très bien, il y a des critiques, on les entend, mais est-ce qu'on peut participer à objectiver ces critiques? Est-ce qu'on peut faire en sorte de proposer un projet de recherche qui viennent identifier nos impacts et faire en sorte de les limiter en identifiant des leviers d'action. Donc dans le cadre de mon Master 1, mon Master 2, j'ai pu monter mon projet de recherche en collaboration avec eux, et ce qui a fait que j'ai pu commencer ma thèse en janvier 2025 et ce jusqu'à janvier 2028. Et donc ma thèse traite de l'acceptation sociale des grands événements de trail running pour avoir vraiment une partie sur les jeux d'acteurs qu'il y a derrière les événements de trail running, comprendre comment fonctionne un événement, en prenant en compte toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les espaces naturels protégés, les habitants, les élus, les coureurs, les organisateurs, et encore il en manque plein, les bénévoles, mais également comprendre tout ce qui est la partie vraiment impact, et notamment impact environnementaux négatifs, et quel levier d'action il y a pour les diminuer lorsqu'ils sont vraiment dramatiques. Donc voilà, et donc en personnel, oui, je suis organisateur dans les Pyrénées-Orientales, vous l'entendez peut-être à l'accent des fois, ça va ressortir par moment. Je suis organisateur en perso d'un petit trail avec une amie de 16 km depuis 4 ans maintenant, et ça me permet moi aussi de me mettre réellement dans la peau de l'organisateur et de comprendre quels sont les enjeux qu'il y a derrière. Voilà, et je me rends compte de la complexité, notamment au niveau financier qu'il y a avec tout ce qui est secourisme et chronométrage. Il s'appelle comment? Ça s'appelle le Tour de Cabrens. Je vous invite à aller. Cabrens. Cabrens qui veut dire chèvre. C'est la course des chèvres, un petit peu. Et je suis moi-même aussi du coup pratiquant. Je cours depuis que j'ai 4 ans environ, mais là depuis quelques années j'ai augmenté un peu plus la pratique, donc je cours un petit peu sur les sentiers. Merci Félicien. Je vous présente Olivier, que vous avez déjà un peu plus rencontré aujourd'hui. Donc, il est professeur émérite à l'université de Pau, dans le sud-ouest de la France aussi, on fait dans le Far West. Et il est chercheur en sociologie sur le milieu montagnard à travers le tourisme et le sport. Il a écrit de nombreux livres sur la course à pied, sur la Diagonale des Fous, sur l'UTMB, que je vous invite aussi à aller rechercher et lire. Et je te laisse finir ta présentation. Merci Robin pour la présentation, pour l'invitation. Donc pour faire assez court, moi je suis coureur à pied depuis plus de 50 ans. Ma trajectoire, c'est la trajectoire d'évolution de la course à pied. Je fais du 8, du 15, du cross, puis après je suis tombé dans la marmite des courses hors stade, semi-marathon, marathon, puis après dans la marmite du trail, ultra trail. Donc voilà, j'ai une trajectoire que j'ai voulu après théoriser. Je suis sociologue de formation, sociologue du sport, des loisirs et du tourisme en stade, et puis j'ai fini en géographie. Il n'y a pas de honte, bien au contraire, à finir en géographie. Ça m'a fait une ouverture territoriale très intéressante. Et donc du coup, j'ai un projet depuis plus de 5 ans qui me tient à cœur, c'est d'analyser l'évolution de la course à pied en miroir de l'évolution de notre société. C'est ça qui me passionne, parce que rien n'est dû au hasard et tout s'explique, notamment la course à pied. C'est un sismographe en fait
elle épouse toutes les pulsations de notre société. Donc j'ai sorti un premier ouvrage en 2022 qui s'appelle Courir sans entrave, qui va de 68 à 90, avec l'émergence du jogging, premier grand marathon populaire, les premières courses de montagne. Et là, il y a un deuxième tome qui va sortir en juillet 2025 qui s'appelle Courir sans limite, la révolution de l'ultra-trail de 90 à aujourd'hui. Voilà. Et entre-temps, j'ai sorti 2 bouquins sur le TMB, dont ce dernier de 2024, et 2 bouquins sur la Diagonale des Fous, plus Marathon de Paris, Marathon du Médoc. Donc voilà, j'ai une grosse production. Aujourd'hui, je suis à la retraite. J'ai plus de cours, plus de master touriste, plus d'étudiants. Et je passe mon temps à lire et écrire. Je suis presque devenu écrivain. Et écrire est une vraie passion. Mais aussi, ce qui m'anime le plus, c'est d'être un peu un lanceur d'alerte, de profiter de ma position de chercheur pour avoir ma liberté de penser, d'écrire et de parler, pour alerter sur des événements, et ce bouquin de l'UTMB est complètement dedans, sur des événements qui dépassent les bornes et qui tombent dans des dérives qui, de mon point de vue, sont pas du tout profitables et pas du tout à la hauteur des enjeux de notre société actuelle. Voilà. Et pour terminer nos présences ce soir, je vous présente Olivier Crousivier, qui est trailer et qui a écrit un livre notamment qui est sorti dernièrement qui s'appelle Ultra Simple, que j'ai eu l'occasion de lire ces derniers temps, qui raconte un petit peu ton cheminement à travers ta position de trailer vers un trail plus responsable vis-à-vis cette fois-ci d'un participant. Donc voilà, je te laisse finir ta présentation aussi et je te remercie pour ta présence. Merci pour l'invitation, merci pour la présentation aussi. Je suis bien transpirant parce que je suis arrivé au courant. Tout le monde a chaud, je crois. On est tous. Ça va. Donc oui, effectivement, à la base, moi je ne suis pas du tout littéraire ni écrivain. Pour autant, je suis auteur d'un livre donc ultra simple, comme tu l'as dit, qui est sorti aux éditions de Mons en janvier dernier, qu'on retrouve un petit peu partout dans les librairies et qui fait son bout de chemin. De base, en fait, je suis de formation ingénieur, mais maintenant je suis paysagiste. Donc j'ai pas mal de casquettes différentes. Et ce livre, c'est une nouvelle casquette qui effectivement permet d'aborder, comme tu l'as dit, à juste titre, la première fois qu'on le dit comme ça, mais la vision vue du pratiquant. Simple, parce que je ne suis pas organisateur, je fais pas partie d'associations en fait, de protection de l'environnement, mais j'ai un métier qui me permet de protéger l'environnement. Et pour autant, en fait, toute ma démarche sportive, depuis que je fais du trail, donc depuis combien de temps? Depuis plus de 10 ans, 12 ans à peu près, enfin du trail, ultra-trail depuis 12 ans, en fait, se tourne autour du respect de l'environnement et du respect de soi. Très souvent, en fait, je le dis comme ça, c'est que moi, j'ai pas voulu de prime abord prendre soin en fait, de l'environnement et d'avoir en fait, un comportement éco-responsable en tant que sportif. J'ai d'abord en fait, voulu prendre soin de moi, donc, via la nutrition par exemple, via ce que je porte, ainsi de suite. Et forcément, ça a un impact en fait, sur du coup, une dimension plus globale autour de moi, donc les autres et l'environnement. Voilà. Donc ce livre, c'est pas en fait du coup un recueil de... C'est pas un sacerdoce à lire, c'est pas en fait du coup quelque chose qui est plein de reproches, plein de lourdeur, c'est juste mon partage d'expérience. Voilà, je sais pas si vous l'avez lu ou s'il y en a qui projettent de le lire. Ça se lit très facilement et même les gens en fait qui en ont rien à cirer de l'environnement le lisent très facilement aussi. Parce que c'est bourré d'histoire et d'anecdotes en fait. Enchanté Anya, donc Anya tu es traileuse pour la team Kailas Fuga. Tu es lyonnaise, donc je te laisse te présenter plus en détail, raconter ton parcours et comment tu en es arrivée ici. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour l'invitation, ça me fait trop plaisir, surtout effectivement les sujets qui touchent l'écologie, ça me touche à cœur. Étant trailer, puisque justement on côtoie beaucoup la nature et je trouve qu'aujourd'hui on a beaucoup de la chance d'avoir autant de parcs, autant de montagnes autour de nous et pas que voilà, toute la nature qui s'offre à notre égard. Et je trouve qu'il faut qu'on fasse de plus en plus de gestes pour la préserver au maximum, parce que plus on sera bienveillant, plus elle va nous servir. Voilà, pour cette petite présentation. Ok, merci beaucoup. On est ravis de t'accueillir. La première question qu'on voulait t'adresser, c'est on a réfléchi, nous, à des comportements qu'on pourrait aborder, avoir en tant que trailer amateur, c'est-à-dire éviter de sortir des chemins, peut-être limiter l'usage des bâtons, essayer de ne pas sortir trop tard le soir ou trop tôt le matin. Est-ce que ces comportements-là, qui sont pour nous pas trop contraignants, sont possibles chez des athlètes de haut niveau qui s'entraînent très souvent?
Alors, tout d'abord, pour la première proposition, c'est de ne pas sortir de chemin. Ouais. Je pense que vous avez parlé des chemins battus, c'est ça? Les chemins qui sont préservés justement avec l'écosystème, c'est ça? Ouais, ne pas sortir du chemin pour aller hors sentier. Alors, honnêtement, moi je fais beaucoup de montagnes, je vois qu'il y a de plus en plus d'éco-gestes qui se font justement où il y a des limitations pour préserver de plus en plus des milieux rocheux, par exemple, qui peuvent être détruits assez facilement, ou même où il y a des petits panneaux explicatifs avec les fleurs. Et effectivement, moi, si je vois ça, donc j'essaie de ne pas passer. Donc effectivement, en tant qu'athlète respectueux envers la nature, et moi j'ai envie qu'elle perdure, donc c'est tout à fait possible, ça dépend du athlète, mais à haut niveau c'est tout à fait possible. Après, si on parle des courses, là effectivement ça dépend de l'organisation, ça dépend des organisateurs, comment ils ont fait le tracé, puisque en fonction de l'organisateur ça peut être différent. Il y a ceux qui disent voilà, de ne pas sortir du chemin, et il y a ceux qui ne donnent pas du tout des consignes. Par exemple, fin avril, j'ai participé à Scarès de Matezan. Ceux qui l'ont déjà fait, en fait, la dernière descente, c'est des lacets. Et effectivement, il n'y a pas de consigne, rien. Et tu vois, des fois, vraiment où des athlètes ils font tracer tout droit. Et à chaque fois que je vois, je me suis dit, waouh, c'est effectivement assez détruisant pour la nature. Donc, il faut la préserver. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait de plus en plus des organisateurs des courses qui soient les plus éco-responsables possible. Parce qu'effectivement, comme on va vite, on ne pense pas forcément à ça. Donc il faut de plus en plus faire attention à ce niveau-là. Mais ce n'est pas impossible. Voilà. Donc je pense que c'est plus à l'organisateur des trails de faire les démarches et être de plus en plus strict si ces règles-là ne sont pas respectées. Voilà, donc pénaliser les athlètes. Voilà. Moi, de mon côté, j'essaie de tout possible, parce qu'effectivement, moi, je tiens beaucoup à la nature. Mais voilà, c'est pas forcément l'esprit de tout le monde. Donc, objectif, c'est de les dispatcher dans les plus grands cercles. Voilà. Ensuite, au niveau de l'utilisation des bâtons, je pense qu'il y a de plus en plus les parcs réserves naturelles qui est interdit. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas encore une confirmation de vos parts, mais moi j'ai l'impression que c'est bien le cas. Et effectivement, ça dépend des courses. Bien évidemment, nous, de côté athlète élite, on sait que les bâtons ils nous permettent de préserver l'économie du corps. Donc effectivement, on essaie de les utiliser lorsqu'on fait des courses avec beaucoup de dénivelé. Donc, ou des longues distances. Donc, on sait on peut s'économiser beaucoup grâce au bâton, mais effectivement, ce sont des démarches à faire. Après, pour dire tout le temps, je ne pourrais pas dire avec certitude que ce sera possible de les éliminer complètement. Vous allez me dire, mais voilà, peut-être à autoriser de les utiliser à partir de certaines distances. Ouais, parce qu'il y a des fois des athlètes qui les prennent même pour 20 km, c'est du... Voilà, c'est pas nécessaire et effectivement, on pourra être plus bienveillant avec la nature. Voilà. Et troisième, c'était de ne pas sortir. Oui, c'est ça, de ne pas sortir tard le soir. C'est justement pour ne pas déranger les animaux. Alors, je pense que c'est tout à fait possible. Après, là, avec les chaleurs qui vont s'installer, moi, honnêtement, j'ai fait des fois les entraînements à 5h du matin dans les parcs à la Fessine et il n'y a que des lapins. Après, j'ai pas l'impression de les déranger beaucoup puisque c'est déjà le jour. Voilà, mais après, je pense pas qu'il y a beaucoup des athlètes, à part exceptionnellement pendant les courses, qui font les sorties nocturnes, effectivement, pour la nuit. Mais ça, c'est quand même extrémité, donc je pense pas que c'est tout à fait... déranger énormément parce que ça ne se fait pas assez souvent. Peut-être je me trompe, peut-être quelqu'un qui va me corriger sur ça. Ok. Voilà. Merci Agnès, c'était très complet, je te remercie. Je vais maintenant adresser une question à Olivier Bessy. J'aimerais, sachant que c'est un de tes sujets d'études, que tu nous parles de l'évolution de la course et du trail en France. Comment on est passé assez succinctement d'un sport très peu médiatisé, très peu pratiqué par un public assez âgé,
à aujourd'hui un sport de masse ultra médiatique qu'on voit partout sur les réseaux sociaux et avec un public beaucoup plus jeune. Est-ce que socialement ça a également changé le public? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors très rapidement, je vais essayer d'être court, mais quand je vous dis que la course à pied suit l'évolution de la société, pour le trail c'est très net. C'est-à-dire que dans la première période qu'on peut qualifier de post-moderne, dans la mouvance de 68, avec les valeurs de liberté, de plaisir qui dominent dans la société de consommation, le trail se crée un peu dans une forme de contre-culture où on va chercher à vraiment être en osmose avec la nature, d'être le moins consommateur possible, une approche très minimaliste en matière d'équipement, un simple short et un t-shirt. On exacerbe la liberté, on exacerbe le rapport à une nature qui n'est pas encore trop domestiquée, urbanisée, et ce qu'on appelle l'esprit trail en fait, hein, qui a présidé à la création de la marche des ciments en 89 à La Réunion, qui est l'ancêtre pour moi, qui est le premier ultra qui a été créé en France, puis très rapidement après avec les Templiers, Bertrand en 95, sont dans cet esprit-là. C'est un héritage des valeurs de Spiridon, plaisir, liberté, convivialité, voilà, c'est vraiment ce qui domine. Et à partir des années 90, où on a une première courbe d'évolution du trail, on passe en France jusqu'avant 90, il y a moins de 100 trails qui existent. Il n'y en a même pas 50, quoi. Et entre 90 et 2000, là, on va aller vers les mieux. En 2000, on passe la barre des 1000 trails organisés en France. Pourquoi? Parce que la société s'empare du trail, la performance commence à poindre, on rentre dans une société plus hyper moderne, c'est-à-dire où on recherche à être de plus en plus dans la surenchère, la démesure, le mimétisme, la performance, et du coup, l'ultra se développe aussi en même temps, et avec ces valeurs-là, on passe d'une approche plus minimaliste à une approche plus maximaliste. On pense que grâce aux équipements, grâce aux barres énergétiques, grâce à tous ces produits de consommation que les équipementiers aux chaussures, on va être plus performant en fait. C'est ça qui est à la base. Et du coup, il y a tout un marché économique qui est en train de se développer et des événements qui commencent à évoluer d'un petit événement qui respectait toutes ces premières valeurs dont je vous ai parlé, à des événements qui commencent à se marchandiser, à se mondialiser, à se médiatiser. Et l'UTMB en est un cas exemplaire. Voilà. Et cette période, elle continue aujourd'hui. Elle n'est pas sortie de l'hypermodernité parce qu'elle est liée à l'économie capitaliste et c'est encore celle qui nous gouverne aujourd'hui. J'aurais pu citer le marathon de Paris, j'aurais pu citer le marathon des Sables aussi qui sont dans ces mouvances-là. Aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, on est en train de rentrer dans une société où on a à la fois la permanence de ces valeurs hyper modernes qui sont toujours présentes, mais on a aussi le retour de valeurs plus éco-humanistes, avec l'émergence de l'écologie, avec une dimension sociale, solidaire. Et il y a une tension qui s'opère entre ces deux registres de valeurs. Du coup, dans sociologie, on parle de transmodernité. C'est quoi la transmodernité? C'est finalement se questionner sur le sens de ce que l'on fait. Sur le sens écologique, sur le sens social, sur le sens culturel. Quand je vais faire l'UTMB, est-ce que je suis vraiment conscient de tout ce qui se passe? Et j'y vais pourquoi? Est-ce que je suis davantage attaché au symbole de valorisation que cet événement va pouvoir m'apporter? Parce que c'est vrai que ça claque de dire que j'ai fait l'UTMB. Ou est-ce que je suis conscient des enjeux écologiques qui ne sont pas forcément très respectés par cet événement? Donc on est dans une période de questionnement où on questionne le sens de nos actions, le sens de pourquoi on y va. Quand Olivier, dans son ouvrage, se questionne sur finalement, j'aurais jamais dû aller faire le marathon des Sables parce que j'y suis quand même allé, mais j'ai la capacité après, derrière, de dire que je n'aurais pas dû y aller pour telle et telle raison. Ça veut dire que du coup, ça l'a amené à réfléchir sur sa propre pratique de manière extrêmement réflexive. Et de ce point de vue-là, c'est très intéressant. Tu vois, mais en même temps, est-ce qu'il aurait mieux pas valu ne pas y aller du tout? Parce que peut-être que tu savais déjà ce qui allait se passer. Je crois que c'est ce que tu dis dans ton livre d'ailleurs, hein, pour te reprendre. Donc je pense qu'il faut aujourd'hui vraiment qu'il y ait de la littérature
pour un peu faire prendre conscience. Moi je passe un peu pour le lanceur d'alerte, celui qui dit attention, moi je dis que le TMB ils ont fait des choses extraordinaires en termes de reconnaissance de la discipline. C'est une ressource touristique très importante pour le massif du Mont Blanc et Chamonix, l'espace, tout ça. Mais en même temps il y a des dérives qu'il faut pointer pour les obliger à s'améliorer parce que est-ce que le TMB existera encore en 2030? Est-ce qu'il est compatible aujourd'hui avec nos enjeux de société? C'est vraiment que les athlètes se posent ces questions-là parce que les acteurs politiques ne se les posent pas suffisamment, alors qu'ils devraient davantage rendre des subventions sur des critères d'éco-conditionnalité, ce qu'ils ne font pas suffisamment de mon point de vue. Les équipementiers, eux, ils engrangent. Donc eux, de toute façon, ils vont tenir un discours assez insignifiant par rapport à ça. Ils font du greenwashing, comme beaucoup d'organisateurs d'événements aussi. Donc, qui alerte, qui tient un discours un peu critique pour essayer d'améliorer les choses, pour que l'événement sportif, que j'adore, j'ai participé à plus de 200 événements de course à pied dans ma carrière, il y a une énergie collective, il y a une intensité, il y a une communion que je trouve fantastique. Mais peut-on continuer et à quel prix et comment faire pour essayer de tenir les deux bouts, quoi. Une logique de rentabilité pour un territoire et une logique de responsabilité. Comment arrêter d'accélérer mais plutôt décélérer, adopter une posture de renoncement, arrêter d'être sur une approche quantitative, toujours plus de courses, toujours plus de spectateurs, toujours plus de participants, toujours plus de médias. Stop, stop, on va dans le mur. Tu parlais, Olivier, de questionnement et de quête de sens. Alors un autre Olivier, toi tu l'as eu ce questionnement, ce switch, comment il est arrivé et à quel point ça a été simple ou au contraire compliqué dans ta démarche? Oui, et pour faire le lien en fait sur ce que tu disais aussi Olivier, effectivement je trouve que ce qui est dommage en fait c'est que ces prises de conscience, alors moi je suis étonné que tu dises que ça fait plus de 10 ans à peu près. Parce que justement, je trouve que c'est des signaux faibles. Très très progressif. Hein. Oui, et c'est des signaux faibles qu'on entend très peu en fait. Ouais. Le questionnement sur l'impact social ou l'impact environnemental, on entend très peu parler. Avec une société où dans la démesure, c'est ce qui est mis en avant. Effectivement, en fait, dès qu'il y a des gens qui essayent de poser des questions en fait, qui sont, je pense, fondamentales, des fois d'ailleurs des questions assez simples, hein, sans avoir besoin en fait, d'avoir fait des études sociaux, on peut se remettre en question justement. Bah, on entend très peu parler. Et effectivement, moi, dans ma démarche, après, j'étais sportif depuis tout petit. Par contre, après, je me suis vite rendu compte que j'étais pas vraiment compétitif. Donc, le fait de ne pas être compétitif, ça me mettait déjà un petit peu à part parce que je répondais pas en fait au code de la compétition et de tout sport. Donc, j'ai fait de la natation en compétition. Arrivé en régional, bon, j'avais pas assez la niaque, donc du coup, je n'étais pas assez bien. Donc ça s'est arrêté comme ça. C'est là où j'ai rencontré Marion Delépierre, que vous connaissez sûrement du coup, championne du monde de trail, parce qu'on nageait ensemble quand on était dans le Nord. Et donc suite à ça aussi, quand je suis arrivé dans le trail, j'ai commencé à avoir un bon niveau. J'étais un petit peu sponsorisé, mais pour mon bon niveau, sans faire forcément en fait, du coup de podium, ou de temps en temps, une manière opportuniste, où pareil, je réponds à un code social, où quand je vois que je peux en fait, aller faire un podium gagné, là je me secoue, quoi, j'y vais. Sinon, je reste sur mon allure et tout va bien. Et dans ma démarche, donc, je me sentais toujours un petit peu quand même sur le côté, sur le bord de la route, et en train d'essayer d'emprunter un sentier plutôt qu'en fait une autoroute, justement, dans la démarche du trail. Et pour autant, j'adore en fait ces disciplines, parce que j'adore être en pleine nature, j'adore être dehors en permanence. Mais j'ai toujours eu quelque chose qui me grattait, qui me titillait. Et tout ça s'est révélé en fait au Marathon des Sables, donc en 2021. Donc pendant la préparation, au Marathon des Sables en 2021, octobre 2021, là où en fait on a eu 58 degrés, pour rire, et à l'écriture du livre, où j'ai eu une énorme en fait, un besoin, ce qui est très dur chez moi parce que je ne suis pas comme ça, d'introspection pour réfléchir, pour se poser des questions sur moi-même, et où c'est là où en fait je me suis rendu compte que pendant longtemps, j'ai été en fait dans un schéma qui ne me correspondait pas, finalement, dans la pratique de mon sport, maintenant tous les jours, et que ça me dérangeait. C'était ta question. Ensuite, tu as travaillé justement sur toi, sur tes pratiques, pour sortir de ce schéma-là. Oui. À quel point ça a été compliqué de sortir du rang? Ça n'a pas été si compliqué que ça parce que ça a été lent, en fait, au final. Ouais, j'ai pris le temps. Je me suis rendu compte qu'année après année, voire même des fois au bout de 2 ans, point par point, je
détricotais un petit peu en fait mes fonctionnements, mes habitudes. Et c'était souvent à la lumière en fait de mes lectures ou mes écoutes des podcasts, tout simplement. D'écouter le podcast par exemple de Mitterrand Glorieux, je pense que tout le monde le connaît un petit peu ici, on est dans la même sphère, sur le respect de l'environnement. Et où en fait ça a commencé à me parler un petit peu et j'avais toujours des petits échos. Tiens, je peux peut-être aller fouiller ça, moi dans ma vie personnelle, moi dans ma démarche. Donc ça n'a pas été pénible, ça n'a pas été difficile, ça a été long et c'est en fait à la parution du livre, là depuis 6 mois, où je me rends compte qu'effectivement j'ai fait un sacré boulot en fait en 10 ans. Mais finalement quelque chose qui va de soi, qui est assez facile à mettre en place, à mettre en œuvre. Parce que c'est des comportements de tous les jours aussi en fait que j'applique dans ma démarche sportive. Typiquement sur la nutrition, je vois pas pourquoi en fait je mange bien tous les jours alors que pendant une course d'un ultra, je vais me bourrer en fait de produits chimiques envoyés dans du plastique. C'est pas mon truc. Ok. Félicien, toi qui es au courant de comment des gros événements de trail s'organisent, est-ce que pour répondre à ces différents questionnements qu'on peut avoir vis-à-vis de l'évolution du trail, il y a des choses, des plans qui sont mis en place pour y répondre, ou alors c'est vrai que la logique mercantile l'emporte toujours au final? Non, il y a des éléments qui sont mis en place. Alors moi, du coup, pour vous situer, j'ai la chance d'être immergé en cœur de l'organisation de l'UTMB et des UTMB World Series, mais de par ma thèse, j'ai une liberté totale, donc je suis là pour apporter un regard critique. Donc on ne peut pas dire que rien n'est fait, ça c'est une certitude. Déjà, il y a toute une identification des différents impacts. On parlait tout à l'heure avec Olivier de la partie du col du Bonhomme, qui est une partie sur l'UTMB en réserve naturelle, où désormais il y a tout un balisage qui est mis spécifiquement pour canaliser les coureurs, pour faire en sorte que plus personne ne sorte des sentiers, avec des équipes on en est obligé d'arriver là en fait. Après je trouve ça dommage, mais on est obligé d'arriver là avec des équipes qui sont là pour répréhender, pour sanctionner, comme disait, excuse-moi j'ai oublié ton prénom, Anya, comme elle disait précédemment. Donc oui, il y a des éléments qui sont faits. Après, comment les prendre en compte? Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a les impacts prévisibles. On pense notamment à l'impact carbone, où là il y a de nombreux leviers d'action qui sont mis en place. On a parlé tout à l'heure du marathon du Mont Blanc. J'aime bien aussi citer l'exemple du Trail Train Tour, qui est assez intéressant, où c'est des organisations qui s'assemblent dans un circuit où tous les départs sont accessibles en train assez facilement. Donc c'est assez intéressant sur la partie carbone. Mais par contre après il y a les impacts qui ne sont pas prévisibles et qui dépendent des fois d'acteurs différents des organisateurs et sur lesquels ils n'ont pas la maîtrise. Je pense notamment à la gestion des déchets par les coureurs, où j'osais penser en 2025 que plus personne ne jetait ses déchets par terre. J'ai été surpris de voir devant moi des coureurs le faire. Donc j'avais un pouvoir de police, donc j'ai appliqué la sanction, mais ça m'a même fait mal au cœur de savoir que encore en 2025 il y avait quelque chose des éléments qui se faisaient. Alors les organisateurs passent après, mais ça n'empêche que le geste il est là, quoi. Il y a des coureurs qui le font, et sur le trail que j'organise aussi en perso, je l'ai vu faire aussi. Donc c'est assez dommage. Donc voilà, il y a ces impacts sur lesquels il y a des leviers d'action. Je pense à l'érosion des sols, je pense à la réflexion en amont. Beaucoup d'impacts se prévoient en amont, la réflexion sur les parcours, sur la temporalité de passage dans certains espaces. Et par la suite, il y a les impacts un peu imprévisibles qui vont être notamment sur la gestion des déchets et le comportement des personnes. Je pense pas qu'aux coureurs, je pense également aux assistants. Alors là, on n'est peut-être pas sur un impact, mais on est sur quelque chose de respect, la manière dont ils vont faire l'assistance de leurs coureurs, dont ils vont le supporter. Où là, il y a tout un travail de sensibilisation qui est très important. Très bien, merci. Anya, je voulais te poser une autre question. Olivier nous a parlé d'une évolution dans le trail en termes de population ou d'activité. Est-ce que dans la sphère du haut niveau, c'est le cas? Parce que c'est vrai que dans le monde amateur, on a un public qui rajeunit, qui s'équipe de plus en plus. Est-ce que dans le milieu du haut niveau et du monde pro ou semi-professionnel du trail, effectivement, on a de plus en plus d'équipements et de plus de gens jeunes là pour la compétition, ou finalement ce milieu-là, il est assez préservé de ces enjeux sociétaux?
Alors, il y avait deux questions qui sont posées, dans le sens, déjà, au niveau du public. Effectivement, on voit de plus en plus la tendance d'avoir des jeunes parmi les athlètes de haut niveau. Et c'est tout à fait normal. Avant, j'avais l'impression que c'était plus la discipline pour les, voilà, plus des gammes, voilà, plus s'approchant de la trentaine ou même plus. Là, on voit de plus en plus des athlètes de haut niveau qui sont très jeunes, hein. Vraiment des fois même des espoirs qui commencent à courir et puis vite fait là, dans des équipes pro et effectivement très très performants. Après, je ne trouve pas ça négatif, même au contraire, c'est bien. Mais effectivement, je pense que c'est là où on peut vraiment influencer pas mal parce que justement au niveau des consommations, je n'ai pas nié justement les faits qu'on a de plus en plus tendance d'être équipés avec des gadgets comme on est des athlètes de haut niveau. Mais en même temps, je pense qu'on est de plus en plus sensible puisque justement en fait je pense qu'on réfléchit, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? Est-ce que, voilà, juste simple connaissance de ton corps, où tu peux pousser déjà la machine sans avoir des gadgets? Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de réflexions, y compris, je pense que j'ai eu déjà cette discussion avec les membres de votre team, c'est que moi, en tant qu'athlète de haut niveau, effectivement, avec ma marque, je pourrais avoir autant de matos que je veux, mais justement, je essaie de toujours garder cet esprit que moi, je n'ai pas besoin d'10 t-shirts. J'ai 2-3 t-shirts pour courir en course et pour m'entraîner. Des fois, j'utilise les t-shirts qu'on met dans en course tant que les dotations, parce que des fois, ils ont vraiment de très bonne qualité. En sachant que déjà, chaque fois comme j'obtiens quasi les t-shirts en course, je les redonne dans les assos où effectivement je les envoie puisque j'ai la famille en Ukraine, donc j'ai beaucoup de gens qui sont là-bas qui ont besoin de matériel, donc je les donne là-bas, je l'envoie. Donc chez moi, j'ai pas beaucoup de matos. Donc ça, ce sont des réflexions et j'ai l'impression qu'en discutant avec des copines dans les plusieurs teams, c'est que cette discussion, ils ont de plus en plus fréquente que, voilà, moi j'ai déjà entendu des jeunes qui quittaient des teams parce que justement ils disaient qu'ils recevaient trop de matos, en fait, qu'ils ne sont pas intéressés par avoir un carton de 20 t-shirts, les mêmes t-shirts de même taille, en sachant qu'on n'a pas besoin de ça et dans le contrat, c'est pas possible de le négocier. Donc en fait, ils préfèrent de changer le team, de retrouver les teams plus responsables. Il y a des athlètes qui tournent de haut niveau, qui tournent de plus en plus vers les marques locaux, effectivement, qui réfléchissent beaucoup sur la consommation. Donc moi, je trouve que oui, effectivement, on a besoin de plus de gadgets, mais on a plus changé aussi cette tendance d'être plus sélectif sur la quantité qu'on utilise et on ne va pas cacher que même quand on est athlète de haut niveau, on essaie de faire profiter aussi notre entourage, puisqu'on plusieurs on se rend compte que c'est de la chance d'avoir cette occasion. Voilà. Je vous invite à regarder, Mathieu Delpech avait fait une super publication où il avait expliqué refuser cette année la dotation de son sponsor, hormis cette tenue de compétition, donc la démarche était assez sympathique. Ouais, c'est très intéressant comme réflexion. Effectivement, oui, et puis moi honnêtement, je sais que je suis allée faire une compétition en Chine, c'était assez exceptionnel, mais j'ai dû négocier avec mes sponsors, parce que c'était leur invitation. J'ai dit, écoutez, si moi j'y vais, c'est pas que pour faire la course. Je vais y rester pour passer des vacances, puisque justement, si je fais le tour d'autres bouts du monde, c'est pas que pour le faire. Et ils ont été étonnés, mais ils ont accepté. Et justement, je me suis dit, pour moi, c'est hors de question de juste me déplacer pour faire une course. Et ça, voilà, j'ai eu conscience puisque je ne fais pas beaucoup de courses à l'étranger. Et je préfère vraiment beaucoup de courses locales. On est trop bien servi en France. Il y a des magnifiques terrains de jeu, en plus avec des athlètes trop forts. Donc c'est vraiment ultra intéressant pour te challenger. Et on n'a pas besoin d'aller très loin pour retrouver les pépites naturelles, même en France. Ouais, c'est un point de vue très intéressant. Ça montre aussi que les sportifs de haut niveau ont un pouvoir d'action pour, pourquoi pas, faire évoluer les marques, faire évoluer la façon dont on pratique. Et que oui, vous êtes dépendant entre parties du salaire ou des dotations qu'ils vous donnent, mais vous avez quand même moyen d'agir pour limiter votre impact et pourquoi pas faire changer les mentalités.
Alors ensuite, je voulais poser une question plutôt à vous trois. On en a discuté un petit peu plus tôt dans la journée. Ce qui pose aussi problème, et globalement, c'est les événements de masse qui amènent un tourisme, qui amène beaucoup de monde au même endroit, donc beaucoup de pollution, beaucoup de trajets et beaucoup d'impact, de présence. Est-ce que ces événements, finalement, dans leur essence d'avoir beaucoup d'athlètes, ne sont pas, malgré tout ce qu'ils pourront mettre en place, néfastes pour l'environnement et par conséquent pas pour les territoires, parce que on se rend compte que les territoires de montagne, leur richesse est dans la préservation de l'environnement, et donc est-ce qu'au final, un gros événement sur un massif ou un endroit ne va pas au contraire pénaliser le territoire et l'environnement? Je ne sais pas quel des trois veut commencer ou a une idée. Sur la partie pénalisation, c'est sûr que, bon, ça on le sait tous, hein, le meilleur impact c'est celui qui n'existe pas, donc pour pas avoir d'impact, il ne faut pas faire d'événements, ça on le sait. Après sur la question de la taille, l'élément actuel est que ces événements sont vraiment devenus des ressources touristiques, économiques non négligeables et participent à une transition un peu touristique qui va vers le sport de masse, le sport en nature. Et donc au niveau environnemental, il y a certains impacts, oui, avec la masse de coureurs, notamment au niveau carbone, encore une fois, qui pourraient être évités et qui sont évitables largement. Mais concernant le nombre de coureurs désormais qui a été développé, c'est un modèle qui s'est reproduit un peu partout à travers l'Europe et un peu à travers l'Amérique du Sud et l'Asie, un peu moins aux États-Unis où le sport reste sur des événements de quelques centaines de coureurs et non pas en milliers de coureurs sur le trail. Mais sur les événements européens et asiatiques, maintenant, c'est réellement devenu des leviers d'attractivité touristique. Si on regarde désormais en Tarentaise, chaque station de ski a son événement de trail running et c'est quasiment tous des événements à plusieurs milliers de coureurs. Donc c'est non négligeable désormais pour l'économie locale. C'est assez fou d'ailleurs que juste des gens qui courent en montagne puissent générer des retombées économiques aussi fortes. Ça s'explique pourquoi? Ça s'explique notamment parce que le trailer a un fort pouvoir économique. On est face à beaucoup de CSP+, qui ont des potentialités d'investissement assez importantes. Donc lorsqu'on parle de cette massification, il faut avoir le pourquoi, et souvent c'est cette raison derrière d'attractivité économique du territoire. Et est-ce que cette attractivité du territoire, est-ce que cet argent, il tombe vraiment pour les territoires, les citoyens, pour développer le territoire, ou est-ce qu'il tombe chez les gros investisseurs sur les gros groupes? Est-ce qu'il tombe chez les marques? Il y a des... Si je me permets, moi dans ma thèse, là, c'est clairement un objectif de mener avec une personne qui est spécialisée en économie, une étude d'impact économique, mais plutôt que d'avoir un chiffre en retombée totale, c'est cette réelle répartition. Donc actuellement, on a des idées, mais on n'a pas de réponse précise. Pour rebondir sur ce que vient de dire Félicien, c'est vrai que si on prend l'UTMB, c'est une ressource touristique phénoménale. Mais est-ce que Chamonix, de toute manière, avait forcément besoin de l'UTMB? Il est déjà ultra fréquenté, avec une forte attractivité, donc ça vient encore en plus, et ça génère du coup beaucoup de retombées, ça c'est inévitable. Toutes les études qui ont été faites le montrent, le directeur de l'Office de tourisme aligne les chiffres, bien évidemment, surtout que ça vient du monde entier en plus, mais c'est un peu à l'image de Chamonix, qui est une capitale mondiale de l'alpinisme et du trail aujourd'hui. Mais je pense qu'on a dépassé les bornes, c'est-à-dire qu'il faut repenser cet événement en repensant un petit peu, trouver un nouvel équilibre. C'est-à-dire qu'on a été trop loin dans la logique économique de retombées touristiques. C'est une ressource économique et touristique, mais moi j'aime bien quand un événement est une ressource territoriale. La différence entre une ressource touristique et une ressource territoriale, c'est que quand il est une ressource territoriale, il est aussi extrêmement sensible à l'environnement, au social, à la culture, au patrimoine, à l'ancrage sur le territoire. Et c'est là où il y a aujourd'hui des dérives sur cet événement, c'est-à-dire qu'il est victime de son succès, notamment de sa mondialisation. Il y a plus de 60% de coureurs qui viennent hors de la France, et c'est 60%, plus de la moitié qui viennent hors Europe, donc qui viennent en avion, alors que les glaciers fondent.
alors que le permafrost fond. Je dis, il y a quand même des contradictions, des incohérences. Est-ce que c'est uniquement pour une logique de profit qu'on continue à avoir quand j'entends les gens du TMB dire on est stabilisé à 10 000 coureurs depuis 10 ans, voire plus, c'est vrai, sauf qu'ils oublient de dire que sur ces 10 000 coureurs, il y a de plus en plus de gens qui les accompagnent, parce que l'événement est devenu tellement médiatisé que même être spectateur à l'UTMB, ça devient valorisant. J'étais à l'UTMB, c'est même pas grave si tu ne l'as pas fait, tu vois. Il y a de plus en plus de médias, donc il y a de plus en plus de monde. On estime à 100 000 personnes sur une semaine à Chamonix. Donc le problème, il est là, et c'est quelque chose qui a été croissant. Voilà. Donc si vous voulez, je rejoins Félicien sur l'aspect ressources, c'est incontournable. Par contre, je suis moi un petit peu plus critique, c'est ce qui nous différencie, mais vu sa position, je comprends, hein, il travaille dans le groupe UTMB, il a forcément, il faut qu'il soit prudent dans ce qu'il dit. Moi, j'ai ma totale liberté et je ne me gêne pas pour le dire, parce que je pense que si l'UTMB veut exister encore, même pas en 2050, hein, en 2030, il va falloir qu'ils évoluent, et pas uniquement avec une petite mesurette, comme ils nous l'ont pondu là il y a une semaine. Il y a des grosses préconisations que j'ai pu proposer, que Xavier Thévenard propose aussi. Il va falloir qu'ils y viennent un jour. Pour moi, ils ne sont pas à la hauteur, et Oka non plus. Un partenaire comme Oka devrait être davantage exemplaire. Sur le salon, il devrait sensibiliser à l'environnement, il devrait participer au plan de transport, il devrait demander aux athlètes de haut niveau de respecter un quota carbone. Les athlètes qui se sponsorisent, ils ne le font pas. Donc je veux dire, les marques aujourd'hui, elles profitent de la grande roue économique du trail, et le reste, elles n'en ont rien à foutre. Elles ont une vision beaucoup plus à court terme. Hein? Elles ont une vision à court terme, de toute façon, on est très profit. Et moi, ce qui me fait réagir aussi, bon, Chamonix, du coup, c'est quand même un exemple à part au niveau français, même mondial. Ouais. C'est quand même la ville de montagne où il y a un flux touristique. La ville du trail aussi, maintenant. Ouais. Oui, permanence. Oui. Après, en fait, que toutes les stations de ski, à l'heure où les politiques du tout ski, en fait, commencent à battre de l'aile, bah, toutes les stations de ski essayent, en fait, de retrouver des retombées aussi économiques, et même en été. Donc, on organise des trails blancs ou des trails, en fait, en été. Oui, mais ça, c'est pas condamnable en soi. Non, bien sûr. Après, du coup, effectivement, je trouve qu'il y a une grosse défiance en fait sur la grandeur en fait des événements, et il y a de plus en plus de gens qui effectivement s'en détournent parce que du coup, ils ne s'y retrouvent pas aussi. Finalement. Mais comme en fait on fonctionne aussi comme ça, plus en fait du coup quelque chose brille et plus quelque chose est gros, bah, on est attiré par ça. Aujourd'hui, c'est encore big is beautiful. Ouais, et c'est dur en fait du coup de combattre cette envie de reconnaissance sociétale, et puis d'aller vers ça en fait parce qu'on en parle beaucoup. Exactement. C'est pas facile. Ouais, bien sûr. Et sur Olivier, tu mentionnais le toujours plus de spectateurs. Je parlais tout à l'heure des impacts prévisibles et des impacts pas prévisibles. Là, désormais, maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de monde qui vient. C'est quelque chose qui est combattu, je ne vais pas dire combattu, mais où il y a la mise en place de plans d'action, que ce soit par les mairies ou par l'organisation. Et en fait, ce qui est dur désormais, c'est que le trail est tellement populaire qu'on ne peut plus prévoir désormais à quel point les spectateurs vont venir suivre. J'ai vu cette année là, sur le Grand Raid Ventoux des athlètes qui étaient suivis par 4 ou 5 voitures. C'est ça. C'est assez impressionnant. Si tout le monde commence à faire ça, ben forcément dans les milieux de montagne, on aura beau limiter le nombre de coureurs. On aura beau limiter le nombre de coureurs. Ça restera ingérable étant donné le nombre de voitures. Donc là actuellement les mesures sont assez fortes. Globalement les grands trails suivis en voiture individuelle, je pense qu'il va falloir se dire que c'est une pratique du passé et que désormais le suivi il se fera soit par moyen de transport collectif, soit il ne se fera pas. Parce que ou à pied ou en vélo, il y a les vélos électriques désormais, mais c'est quand même assez compliqué sur des épreuves de 48 heures. Mais c'est un peu une pratique du passé ça désormais, parce que c'est plus adapté au territoire de montagne. Tu me parlais tout à l'heure de la Saint-Élion, on est sur de la moyenne montagne, mais on est quand même sur un milieu rural. Désormais c'est plus possible, c'est plus adapté. Donc il y a cette massification de la pratique en termes de nombre de coureurs, ça c'est un fait, et actuellement c'est comme ça, mais cette massification des spectateurs et des assistants et des accompagnants qui vivent eux aussi une aventure en soi, c'est un ultra trail en lui-même. Je vous invite tous, j'espère que vous l'avez déjà fait dans votre vie, c'est assez particulier à vivre, mais la pression qui est mise sur le territoire n'est plus supportable à l'heure actuelle. Donc les grandes organisations, là, qu'est-ce qu'ils font?
on peut pas dire à quelqu'un de ne pas venir au bord d'un sentier. C'est interdit, on n'a pas le droit. Non. On peut par contre faire en sorte qu'il ne se gare pas, qu'il n'ait plus le droit d'assister le coureur. Donc il y a toutes des mesures coercitives qui sont mises actuellement en place. Cette année, par exemple, si je prends l'exemple de l'UTMB, la zone de Trien qui est vraiment fameuse pour l'assistance, ben, on ne pourra plus s'y garer. Si on n'y va pas en bus, on n'y va pas. Par exemple. C'est Ok. cette mesure-là. Cette bien. mesure- Non, voilà, mais après, bien. bon, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place et il y a tellement d'éléments sur ces événements que c'est très grand. Ouais, juste 2 chiffres pour illustrer ce que vient de dire de très intéressant Félicien. Aujourd'hui, on est à plus de 6000 courses de trail en France. Et, je vous disais qu'il y en avait moins de 100 à la fin des années 90, vous voyez. Et les trailers, les chiffres sont variables selon les instituts qui les produisent, mais on est dans, grosso modo, ça va de 1 million pour la Fédération française d'athlétisme à 2 millions pour Mice République. Moi j'ai une fourchette à 1,5 million, et sur ces 1,5 million, on a 5% d'ultra-trailers, ce qui fait 75 000 ultra-trailers. Il y a 10 ans, on était à beaucoup moins. Donc il y a aujourd'hui une masse de coureurs de plus en plus importante avec une offre qui répond à cette masse-là, des spectateurs de plus en plus nombreux parce que en fait le trail, moi ce qui m'a toujours surpris quand j'étais voir les arrivées à l'UTMB, c'est que à l'arrivée, mais il n'y a pas que des trailers, il n'y a pas que des sportifs, il y a monsieur et madame tout le monde qui vient voir arriver Kylian Jornet. Pourquoi? Parce que si tu vois arriver Kylian Jornet, tu as l'impression de faire partie du monde, quoi. Vous voyez, et ça c'est quand même quelque chose d'assez phénoménal aujourd'hui. Et les enquêtes coureurs montrent souvent un accompagnant par ultra-trailer en moyenne. Même ouais. plus, c'était à 1,5 de... C'est diminué Tout là. événement ouais, confondu. Comment? Tout événement confondu ou Ultra trail. Ultra trail. Ultra trail et moi j'ai les données des UTMB World Series. Ok. Donc C'est combien sur le thème? ben, c'est à peu près ça, c'est cette tendance qui se dégage de un coureur, un accompagnant sur les courses longues. Et ta réflexion là sur la Saint-Élion, c'était de dire qu'effectivement, comme en fait, si j'ai bien compris en écoutant entre les lignes, c'est que comme en fait c'est un événement avec beaucoup de coureurs, ça a un impact en fait sur un milieu rural beaucoup trop important. Ben, en fait Ça, c'est juste que tu as des... coureurs. Il y a des infrastructures routières qui ne sont pas adaptées. Ok. C'est aussi simple que ça. Hein. Il y a encore eu la limite sur le trail de Ventoux by UTMB où Ok. ben, en fait, si la route ne permet pas de se croiser convenablement Ouais. et qu'il y a un flux double, ben, Des moi, accidents. ça va bloquer. Soit il va y avoir des accidents, soit ça va bloquer, on ne peut pas passer. Et donc ben, juste la capacité de charge de la route est atteinte, quoi. Mhm. Le sentier, il va peut-être la capacité de charge du sentier va être, ça va passer. Plusieurs milliers de coureurs, ça peut passer sans impact sur certains endroits, mais sur les routes, ben, ça ne peut pas le faire, quoi. Et en sachant que, ben, là on le voit aujourd'hui, hier il y avait le départ du Trail du Saint-Jacques qui était un vendredi, quoi. Donc c'est à dire qu'on est dans un milieu où les gens travaillent. Il y a une vie autour, quoi. La vie ne s'arrête pas à l'ultra trail, donc il y a des gens autour qui doivent continuer à vivre. Il y a un territoire qui doit continuer. Ouais. Les gens ont le droit de Travailler. et aussi de ne pas être à 100% d'accord avec, Ouais, tranquille. avec le trail, quoi, de Bien sûr, pas bien être, sûr. de pas vouloir être dérangé. Donc il y a toute cette partie de territoire qui doit être prise en considération. D'où la nécessité de vraiment rentrer dans une stratégie de renoncement au nombre. Ouais. Notre société hyper moderne, elle est sur toujours plus. Mm. Donc un événement qui marche, la première question que tu poses à l'amateur, tu as eu beaucoup de monde? Tu avais combien d'étrangers? C'est les deux questions qui sont toujours posées, parce qu'on évalue la qualité d'un événement au nombre de coureurs et au nombre de gens qui viennent des quatre coins de la planète. Ça, c'est un questionnement d'hier, vraiment un questionnement d'hier. Il faut changer. Au contraire, quelle qualité tu as offert à un nombre limité de coureurs pour que ton territoire il puisse respirer, il soit protégé et qu'il n'y ait pas des externalités négatives qui se multiplient. C'est ça l'avenir du trail. Il est là l'avenir du trail. Ok. Je vous propose qu'on passe à une petite séance de questions. Si certains ont des questionnements à proposer à Olivier, Anya, Re-Olivier et Félicien, n'hésitez pas. Même si certains ont déjà pu pas mal échanger sur la journée. Pour vous dire moi juste sur quelque chose, je pense que du coup il y a un gros axe d'éducation en fait Ouais. à faire, Ouais. et mais qui est complètement oublié Complètement. sur la nouvelle génération qui arrive dans le trail en fait, et complètement. qui est à fond aussi sur les réseaux sociaux. Je crois que l'environnement. Et cet axe d'éducation, pour avoir essayé moi de porter des actions d'éducation aux coureurs, il y a aussi à quel point on est motivé pour le recevoir
Oui, bien sûr. Parce que si je tente une éducation mais que la personne n'est pas à l'écoute, c'est très compliqué. Ouais. Et on le voit avec tout ce qui est visibilité des pages du site internet environnement, où, ben, c'est l'un de ceux qui a le moins de clics. Ça donne pas, Ça montre un peu une tendance du coureur qui voilà, reste quand même majoritairement consommateur. qui vient pour sa course. Et après, si je me mets en vision coureur, on prépare cet événement depuis des mois, peu importe la course. Et donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut récupérer son dossard et on veut courir, quoi. Je me suis affûté, j'ai les veines qui ressortent de partout. Quelqu'un qui va me dire jette pas tes déchets dans la nature, j'ai envie de dire bon, on verra après, quoi. Ouais, parce qu'intrinsèquement dans l'éducation justement on n'a pas mis en fait au cœur des démarches, au cœur de la réflexion, au cœur du sport, l'environnement en fait. Exactement. Le respect de l'environnement. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui commence à poindre dans la formation des profs de PS, qui ont un rôle important, parce que lorsque cette éducation n'est pas faite dans le club ou par les parents, c'est qui? C'est le prof de PS. Et si le prof de PS, il n'est pas branché à l'environnement, mais c'est un manque et ça se retrouve. Ça se retrouve après, tu as entièrement raison. Question de... Pardon. Justement, ça revient à moi une question que je voulais poser. Vous avez parlé d'éducation, moi je voulais en venir à vos valeurs. Du coup, quels ont été les facteurs qui font que ces valeurs ont changé par rapport à l'époque où justement il y a eu beaucoup de respect un petit peu de l'environnement par rapport à aujourd'hui un petit peu, dans la manière de consommer un peu le sport? Si on garde nos casquettes, moi d'un point de vue perso, vu que je suis pas sociologue ou dans une thèse, moi c'est juste que ma famille en fait est déjà très calée en environnement. Voilà, j'ai des oncles et tantes qui travaillent, qui sont apiculteurs, viticulteurs, qui travaillent dans des parcs nationaux, donc du coup forcément j'ai un héritage en fait, familial. Donc ça a résonné très vite en moi. Tu as une sensibilité. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais c'est vraiment culturel. Oui, Voilà. presque familial. Voilà. Ouais. Moi, je me pose la question de savoir si les choses ont réellement changé, mais plutôt est-ce que ce ne sont pas exacerbées en fait, parce que le modèle dans lequel s'est développé la course à pied, alors je parle pas, là Olivier connaîtra beaucoup mieux le sujet que moi, mais c'est une réflexion que j'ai personnellement en fait, depuis les années 2000 et vraiment le développement intense du running, j'ai l'impression que les valeurs sont à peu près les mêmes. Pour avoir vu des courses quand j'étais petit, j'avais pas forcément l'impression que l'environnement était déjà au cœur des préoccupations, tu vois. Okay. Et là, il l'est toujours. Non, mais en fait, il n'était pas forcément. C'est vrai que dans les années 80-90, mais comme la marchandisation était moins importante, qu'il y avait moins de monde, si tu veux, il y avait comme un espèce de respect qui se faisait naturellement. Aujourd'hui, en fait, c'est une réaction à la surfréquentation, c'est une réaction à la marchandisation, et du coup, dans notre société qui continue, comme vous le disiez très justement, c'est que des signaux faibles, sur des valeurs de performance, de des mesures, j'aime bien parler d'illimitisme, mais malgré tout, il y a des signaux faibles qui se situent aujourd'hui à la marge, mais j'ai envie d'être optimiste et de me dire que la marge d'aujourd'hui sera peut-être la page de demain. Voilà, il faut espérer ça, parce que la prise de conscience, elle est quand même bien réelle, et ça c'est nouveau, parce qu'avant, elle ne se faisait pas parce qu'on n'était pas au même niveau de développement. Aujourd'hui, on a un tel niveau de développement que si cette prise de conscience ne se fait pas, on va vers la catastrophe. Si je peux continuer justement, parce que moi je trouve que ça donne beaucoup avec un sport que je pratique énormément, l'escalade. Tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Pardon, je disais, ça résonne beaucoup avec moi un sport que je pratique à côté, l'escalade, qui pour le coup se développe vraiment très très fort ces dernières années, du coup, principalement dans les villes, en indoor, donc dans les salles d'escalade. Oui, tout à fait. Et on commence à voir justement que cette population qui commence à grandir en intérieur commence à s'intéresser un petit peu en falaise, et c'est un sujet qui commence justement à être abordé. Oui. Du coup, qu'est-ce qu'il pourrait être mis en place, qu'est-ce qui a été déclencheur un peu de... Sur l'escalade ou sur le trail? Non, sur le trail et l'escalade. Parce que je trouve qu'il y a quand même un parallélisme assez fort. Oui, parce que le trail et l'escalade ont accéléré leur développement. L'escalade un petit peu avant, il y a de plus en plus de pratiquants, on va de plus en plus vite, on artificialise de plus en plus. Quand le trail sera aux Jeux Olympiques, il aura à peu près la même gueule que l'escalade en structure artificielle. Donc le trail s'est développé plus tard, mais en fait il suit. Le trail n'est pas en apesanteur sportive ou sociétale. Le trail évolue comme tout sport évolue, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a de plus en plus de pratiquants, il y a un processus de sportivisation de l'activité, de standardisation, de médiatisation, et le trail est en plein là-dedans jusqu'à ce qu'il soit
repris par une fédération, ce qui est le cas, et peut-être de même par le mouvement olympique, qui a été critiqué longtemps par le surf, par l'escalade, par l'OVI, et puis ils ont sauté à pieds joints dedans, et quand moi je questionne les gens du trail, c'est encore aujourd'hui assez ambivalent. Il y en a qui se disent non, surtout pas, Kylian Jornet le premier, puis d'autres qui disent mais pourquoi pas, parce que c'est un moyen de reconnaissance, parce que c'est le mythe olympique et tout. Donc voilà, c'est toujours très ambivalent. On est dans une société aujourd'hui très ambivalente. On assume beaucoup de contradictions. Il y a beaucoup d'incohérences dans les comportements des coureurs, dans les comportements des organisateurs, dans le comportement des équipementiers. Et comment faire cohabiter ces contradictions, ces ambivalences? On cherche à un peu hybrider, on assume les contradictions, mais c'est un peu la quadrature du cercle, parfois. J'avais une question, parce que des événements comme celui-là, j'en fais plusieurs, et dans d'autres milieux. Je pense notamment, j'avais fait récemment table ronde sur le cinéma, et c'est exactement le même discours qui est posé. Les mêmes réflexions, les mêmes types d'intervenants, c'est assez rigolo, frappant à voir. Et on en arrive toujours un peu à ce même point de le constat est fait, on sait ce qui ne va pas, on voit comment les impacts légers qu'on peut mettre en place. Mais moi j'en ressors toujours un peu frustré parce que j'arrive, et je pense que c'est normal parce qu'on n'aura pas de solution immédiate, mais il y a une vraie réponse parce que c'est indissociable de la politique en place et de notre modèle économique, c'est ce que vous disiez justement tout à l'heure. Exactement. Et j'arrive pas à voir, en continuant avec cette politique et ce modèle économique qui est majoritaire depuis des années, comment on va faire la bascule. Parce qu'on a notre impact ici individuel, c'est trop cool, on a des petites graines qui sont plantées, mais je suis encore trop jeune, je pense, pour avoir un état des lieux du truc, mais comment sur X années on arrive à faire cette bascule à un monde qui se bouffe les murs, comme vous dites? Elle se fera pas automatiquement, elle se fera pas rapidement, elle se fera que progressivement, et parfois elle se fera que parce qu'il y a des éléments extérieurs qui viendront bousculer. Pendant le Covid, on l'a fait la bascule, parce qu'on était obligés. Et puis dès le Covid fini, on a repris nos bonnes habitudes, parce qu'on a été versé par une société de consommation qui nous dessert de plus en plus d'objets, de services, de gadgets. Donc forcément, on est là-dedans, quoi. Et comment s'en sortir? Je pense qu'il faut... Un organisateur d'événements, tout seul, il ne peut rien faire. Parce qu'il est dans un écosystème territorial, il faut que tous les acteurs travaillent ensemble, en changeant vraiment de paradigme, en sortant du paradigme du toujours plus, de faire un événement toujours plus gigantesque, toujours plus mondialisé, parce que c'est ce qui va être médiatisé, tu vois, et en se disant, mais voilà, j'accepte, je renonce, je divise par deux le nombre de cours, je divise par deux le nombre de coureurs, du coup je divise par deux le nombre de spectateurs, et je divise par deux le nombre de médias, et du coup je vais avoir un événement un peu plus à taille humaine. Ils le font aux États-Unis. En quoi la Western State ou la Hard Rock ont une réputation moindre que l'UTMB? Ils ont 10 fois moins de coureurs. Pourquoi on ne le fait pas en France? On critique les Américains. Ils nous donnent l'exemple en la matière. Et quand vous voyez, moi j'ai vu un film sur la Western State, mais c'est pas Disneyland chez eux. Il reste très simple. Chamonix, c'est Disneyland. Et pour revenir sur l'aspect systémique, si je prends l'exemple vraiment du train, où le Marathon du Mont-Blanc et l'UTMB essayent depuis des années à mettre un partenariat avec TGV et l'IRIA et la SNCF, et en fait on se rend compte que c'est hyper compliqué, quoi. C'est... Je sais même pas s'il y a l'argent, c'est une certitude, mais il y a aussi des volontés. Est-ce que le confort actuel de comment ça se marche actuellement n'est pas trop confortable justement pour réussir à changer? Et donc en interne, il y a beaucoup de mouvements pour faire avancer les choses. Mais là, par exemple, le partenariat qui a été trouvé, c'est pour que les coureurs viennent en train, ils ont un certain créneau de temps pour réserver leur billet. Et du coup, il suffit que tu sois coureur, que tu loupes l'information, le partenariat il est super, mais t'as qu'un temps limité. Et ça, du coup, c'est plus dans la main des organisateurs, c'est parce qu'ils disent oui, ok, vous pouvez réserver, mais nous on vous propose que ça au niveau de global à la SNCF. Et donc c'est vraiment des problématiques, comme tu dis, systémiques, structurelles. Et on repense à la question du plastique dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi c'est hyper compliqué de se passer du plastique? C'est parce qu'il est partout dans notre société. Donc en fait, il y a des moments où t'es un peu démuni aussi face à certains éléments. Tu te dis, mais en fait, le changement il a besoin d'être systémique, global, et on ne peut pas porter juste soi-même, réussir à changer toutes les problématiques, bien qu'il y a des éléments qui peuvent être actionnés.
Et c'est un peu le cas de ce que je vois, même s'il y a des éléments un peu plus forts qui se doivent d'être mis en place. Mais la réponse, elle est chez les coureurs. Hein. C'est-à-dire que si demain les coureurs disent l'UTMB, franchement, c'est du grand n'importe quoi, on n'y va plus, il n'y a plus d'UTMB. Et pourquoi ils continuent à y aller? Parce que le symbole est plus fort que la conscience. Là, du coup, c'est vraiment, on revient du coup sur l'éducation. Ouais, d'éducation, mais aussi de fonctionnement de notre société, où aujourd'hui on se valorise à travers des symboles. Et quand un événement devient un mythe, il est extrêmement symbolique. J'avais plusieurs réflexions sur le fait que j'ai participé à un podcast récemment où en fait du coup l'intervieweur était un Suisse et me disait qu'il y avait beaucoup de courses en Suisse où avec ton dossard t'as le billet de train en fait. Pardon, avec ton dossard? Tu as le billet de train. Ah ben oui. Voilà. Très simple, de manière très simple. Très simple. Et, du coup, ça s'appelle un dossard vert. Ouais. Un dossard vert. Et après je pense que ce côté où en fait on se sent un petit peu perdu et désabusé, c'est comme en fait avec l'éco-anxiété où il y a un moment on se sent abattu, on ne sait pas en fait ce qu'on va faire, mais il faut, évidemment ça va se transformer et on va se rendre compte que chacun en étant en fait actif, faire de l'activisme ou même du militantisme si on a envie à son niveau ou à grande échelle, c'est ça qui petit à petit je pense va faire changer les choses. Mais effectivement c'est lent. Et il y a des retours en arrière, comme avec le bio par exemple, comme avec effectivement l'après-Covid, mais on va y arriver quoi. Il faut en fait continuer à faire des événements comme ça. Excusez-moi. Je peux rajouter ici de tout. En fait, excusez-moi, je voulais justement dire, parce que je trouve que c'est ultra intéressant de ce que vous êtes en train de dire, parce que je vois cette tendance sur les différentes courses, justement où ils essaient de mettre en place le transport gratuit pour les suiveurs. Par exemple, les Templiers, ils vont le faire l'année prochaine et c'est génial. Et en plus, le bus, il est gratuit. Donc ça, c'est super. Mais par contre, UTMB, je suis désolée, mais ça coûte trop cher leur bus. Donc je comprends qu'il y a des gens qui se disent, bon, bah, on prend quand même la voiture. Et en fait, les choses qui me gênent, c'est que les démarches, ils se font justement pour aller vers les progrès plus écologiques. Mais ils ne sont pas accessibles. En fait, c'est ça le problème. On avait déjà discuté avec Olivier. Je dis, on nous sollicite à Lyon de prendre le transport en commun et en même temps, on augmente le ticket de métro. Je ne comprends pas ça. Bien évidemment, les gens ils ne sont pas confortables. Donc, il y a plein de gestes comme ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est qu'on essaye d'aller vers les voies vertes, mais on ne donne pas les conditions agréable et accessible à tout le monde. Et les gens, ils sont obligés de prendre leur voiture parce que justement le tram ça coûte plus cher ou l'avion ça coûte moins cher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, je trouve qu'est-ce qu'il faut mettre en place et solliciter des organisateurs de plus en plus aller. Et justement en Suisse, effectivement, l'année dernière, on avait participé avec l'équipe d'Ukraine dans les glaciers, des patrouilles des glaciers. Et les trains, c'était gratuit pour les participants. En sachant que le train là-bas, ça coûtait très cher pour aller à Zermatt et c'était gratuit pour les participants et ça, c'était vraiment très confortable. Et je ne comprends pas pourquoi en France, on ne fait pas ça. Juste pour vous permettre, ça c'est une discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Robin sur le plan de transport. Là, je vais parler par contre avec une casquette UTMB Group, là je me détache totalement, mais pour avoir vu les lignes budgétaires, en fait, c'est pas possible. Le plan de transport est déjà déficitaire actuellement, malgré les tarifs élevés. C'est pas possible de le faire gratuit. Il y a notamment la traversée du tunnel du Mont Blanc. Je sais pas si vous l'avez déjà pris, mais rien qu'en voiture individuelle, c'est 70 € le passage. Donc c'est juste pas tenable en fait économiquement. Là, c'est une réalité qui fait que suivre l'événement en bus revient revient moins cher que de le suivre en voiture, excusez-moi. Mais il y a un besoin de payer derrière parce que ça coûte beaucoup trop cher à mettre en place. Ouais. Oui, j'entends ce que tu dis Félicien, le plan de transport est déficitaire, mais le UTM Group n'est pas déficitaire, il réalise des profits colossaux et il pourrait être un peu plus déficitaire sur le plan de transport, ça n'entamerait qu'un petit peu leurs bénéfices. Donc ton raisonnement, excuse-moi, il est quand même limité. Non, encore du coup, je suis dans les lignes budgétaires qui organisent et UTM Group n'est bénéficiaire que depuis cette année est très minoritaire. Ouais, mais c'est disponible au capital en ligne et donc c'est d'ailleurs ce qui m'a un peu posé problème moi, pour monter mon projet de thèse, que l'entreprise était déficitaire les premières années. Avec 53 événements organisés dans le monde, j'ai du mal à On parle beaucoup du TND et qui représente, vous l'avez dit vous-même, 5% au niveau ultra-trail. J'ai envie d'en venir aux 95 autres pourcents, du trail ou du mini-trail, je suis désolée.
Au niveau des Monts d'Or, ça correspond à ce qu'on a. On a le trail des Cabornes, par exemple. Je fais partie du syndicat mixte Monts d'Or. On organise par exemple des manifestations sportives, donc que ce soit du trail ou que ce soit des organisations de VTT, etc. En parallèle, on a cet ABC de la biodiversité sur 15 communes. Donc ma question, c'est quels sont les leviers, nous, qui sommes peu collectivités territoriales, qui donnons une autorisation d'utiliser, d'usage du territoire pour une activité sportive, quelle qu'elle soit, quels sont nos leviers au moment de l'autorisation pour dire on vous donne l'autorisation, mais on vous demande de respecter un certain cahier des charges. Et alors on le fait déjà, on a déjà un cahier des charges, ne pas jeter, enfin respecter un certain nombre de choses. Les agents du syndicat ne peuvent pas travailler tous les jours non plus pour venir contrôler si l'organisateur fait des choses dans les règles de l'art. Mais voilà, je voulais vos éléments de réponse. Je vais vous répondre parce que je travaille là-dessus actuellement. Je pense que les acteurs politiques sont au centre de l'écosystème. Dans la mesure où c'est eux qui, effectivement, avec la préfecture, donnent cette autorisation, c'est une première chose. Mais au-delà de l'autorisation, il y a accorder des subventions qui sont suspendues au niveau d'éco-responsabilité de l'événement. C'est-à-dire qu'on parle d'éco-conditionnalité. C'est-à-dire que quand la communauté de communes de Chamonix donne 100 000 euros à l'UTMB, est-ce qu'ils ne pourraient pas faire une échelle, dire voilà, si vous progressez sur votre niveau d'éco-responsabilité, on vous donnera un petit peu plus, au contraire, si vous régressez, on vous donnera un petit peu moins. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les événements, ils ont tous des chartes d'éco-responsabilité, mais très rarement, ils ont un cahier des charges qui permet d'évaluer. C'est-à-dire que le dernier étage de la fusée, on est dans une démarche d'éco-responsabilité, on est dans une gestion, mais on n'est pas dans l'évaluation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne n'est capable d'évaluer vraiment le niveau et de conditionner les subventions à ce niveau-là. Et ça serait une sacrée révolution, du coup, parce qu'on privilégierait des événements qui font plus d'efforts que d'autres. Et on ne privilégierait pas uniquement des événements qui rapportent plus au territoire. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une collectivité, elle va donner beaucoup plus d'argent à un événement qui fait rentrer plus d'argent sur son territoire en termes de retombées économiques directes et indirectes. C'est le cas de l'UTMB, c'est beaucoup moins le cas des Templiers, ou c'est aussi le cas de la Déclaration des Fous à La Réunion ou d'autres événements en France. Mais c'est vrai que vous avez raison, il faut aussi s'intéresser aux 95% autres événements qui ne sont pas du tout sur les mêmes échelles, qui jouent un rôle extrêmement important aussi pour le territoire, sur l'aspect social, sur l'aspect culturel, sur l'aspect économique. Et je pense qu'il faut aussi un petit peu parler de ces événements-là, qui sont souvent bien travaillés, mais dont les médias, finalement, se font rarement l'écho. Quand moi, j'analyse les revues spécialisées, depuis 20 ans, je vois de quel événement on parle surtout. Et ça, les médias, à mon avis, ont aussi une responsabilité. Que ce soit les médias spécialisés ou même certains médias généraux qui finalement n'éclairent pas suffisamment la réalité de ces événements. Et très factuellement, du coup, à court terme, qu'est-ce qui peut être mis en place? Je pense que c'est vraiment la co-construction et la communication. Il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place sur différents événements, mais qui ne sont pas connus des territoires. Je ne parle pas des participants, mais des territoires. Avec, je pense, l'information aux alpagistes qui vont être, ou à toutes les fermes ou milieux naturels qui vont être concernés par un événement. C'est fréquent de se retrouver avec un trail qui passe un jour où il y a une coupe forestière, si c'est un samedi par exemple. Donc c'est vraiment anticiper en amont tous ces petits éléments qui peuvent créer une problématique territoriale avec différents acteurs. Nous, le trail, moi j'ai l'impression qu'il n'y a que du trail autour de moi. Enfin, qu'il n'y a que du trail dans la vie, parce qu'il n'y a que du trail autour de moi. Je suis 100% là-dedans, je pratique aussi. Mais le trail n'est pas une réalité pour beaucoup de personnes, et beaucoup de personnes ne sont pas forcément passionnées par ça. Donc comment, quand un événement à l'échelle territoriale, comme vous parlez dans les Monts d'Or, peut faire pour être réellement vecteur de bien-être positif, enfin de bien-être, tout simplement, c'est quand ils respectent également les autres habitants, les autres pratiquants du territoire,
Et donc quand il y a de l'information, quand il y a de la communication autour, ben voilà, tel jour il y aura l'événement, on va passer là, ça se passera de telle manière. Et des fois les pouvoirs publics ils vont signer une petite feuille, mais ils ne se rendent pas compte qu'après il va y avoir du monde, qu'il va falloir gérer des parkings. Donc je pense qu'il y a vraiment ce besoin de travail en amont, de co-construction et d'information de tous les acteurs parties prenantes du territoire. Parce que sinon l'événement il est un peu déconnecté de la réalité territoriale, il fait ses actions qui sont parfois superbes, mais des petits éléments comme la gestion des parkings, comme une clôture mal refermée, va venir tout bousiller, donc il faut vraiment co-construire en amont. C'est vraiment le rôle du syndicat mixte. Ok. Pour le Mont d'Or, c'est organiser que les communes nous donnent leur avis, mais l'avis du territoire, je dirais, est redonné au niveau de la préfecture pour l'autorisation finale Oui. par le syndicat mixte des Monts d'Or, Ouais. parce que justement, on a regardé passer, on a regardé si ça passait bien par les PDNIPR, Ouais. si ça n'empruntait pas des chemins qui ne sont pas des chemins tout à fait officiels. Et on a contacté, on a recroisé avec les autres événements qu'on connaît pour dire il y a 2 événements, vous allez nous croiser à tel endroit, il y a telle portion en commun. Ça nous regarde pas, si ça nous regarde, mais entendez-vous entre vous pour vous coordonner. Ou en ce moment, par exemple, on est en période de foin, on prévient le paysan, c'est en train de passer sur un centre pédestre. Il n'y a pas de problème, c'est un centre pédestre. Mais est-ce que ce week-end-là, vous avez prévu du foin, des choses comme ça? Donc ça, cette coordination, on l'a. Mais ma question, c'était vraiment comment on peut faire, avoir un cahier des charges, avoir des prescriptions pour sensibiliser. Mais ça se travaille. Ça se travaille avec des gens qui réfléchissent, qui produisent cette question-là. Il y a le problème de la gouvernance en amont, ce que disait Félicien, c'est-à-dire aujourd'hui un trail, s'il est uniquement pensé par les organisateurs sportifs, si on oublie tous les acteurs de l'écosystème, il va y avoir des problèmes. Ça c'est clair. Il va y avoir, déjà qu'il y a des enjeux qui peuvent être différents, mais ça va générer des conflits d'usage, des conflits d'intérêts. Donc il faut vraiment déminer tout ce qu'on peut en amont avec une gouvernance la plus partenariale possible, où tous les acteurs travaillent ensemble. C'est vraiment l'idée d'une approche collective, où l'acteur politique doit être moteur, parce qu'il est au carrefour de cet écosystème. Et après, en aval, c'est vraiment le travail d'évaluation pour sortir des grandes déclarations, parce que tout le monde se décrète aujourd'hui écologique, parce qu'il fait 2-3 actions de greenwashing. Mais ça, il faut arriver à le déconstruire. Et pour le déconstruire, il faut avoir les outils, il faut avoir le recul, il faut avoir la théorie nécessaire. Et le problème, c'est que très souvent, et là, je sais de quoi je parle, parce que ça fait 40 ans que je travaille avec des collectivités et tout ça, c'est que les chercheurs, on est parfois un petit peu oubliés, alors que la production de connaissances, qui c'est qui l'a fait? C'est les chercheurs, c'est pas les médias. Alors ça veut dire que sur un événement phare et récurrent, alors je vais dire Trail des Carbones, mais ça peut en être un autre, on peut rentrer en contact en leur disant on sait que chaque année vous faites ça, est-ce que vous auriez envie d'être un événement avec une couleur très environnementale? Exactement. Et ensemble on travaille les Exactement. choses, et on fait une forme d'opération test. Voilà, moi aujourd'hui je développe une activité de consulting pour rendre des événements plus éco-responsables. Je les accompagne, j'évalue, et après on travaille sur les faiblesses à travers un cahier des charges, et ça marche bien. Et surtout ça permet aux gens de travailler ensemble. Parce que à partir du moment où vous créez un comité de pilotage, vous avez tous les acteurs de l'écosystème. Aujourd'hui il y a des tensions phénoménales sur tous les territoires français entre les PNR, qui sont là pour dire vous ne pouvez pas passer là parce que c'est une réserve protégée et tout, et les organisateurs. J'ai 25 exemples en France. Et à partir du moment où vous déminez en amont, avec un comité de pilotage, vous mettez tous les gens autour de la table, mais ça change le scénario. Mais tout ça, ça demande vraiment, et c'est là où c'est dur dans le caractère cyclique de l'événementiel, c'est notamment quand on est en associatif, ça demande vraiment une préparation en amont, mais vraiment en amont, parce qu'on sait que des fois, certains acteurs vont mettre du temps à répondre, vont pas forcément être réactifs directement, notamment lorsqu'on est associatif, si on a quelque chose à côté. Donc souvent, quand on passe un événement, on n'a qu'une envie, c'est de souffler, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie dans l'organisation, et de se dire bon ben c'est bon, j'ai encore quelques mois à respirer avant le prochain. Et en fait c'est presque dès l'événement passé qu'il faut réembrayer sur le prochain, parce que je le vois, moi mon événement personnellement il est dans 1 mois et demi, là actuellement je peux plus rien faire, mes ravitaillements ils sont commandés, les dossards les gens sont inscrits, donc les leviers d'action là c'est juste me tourner les pouces en attendant que l'événement arrive et mettre en place le jour de l'événement. C'est quand? C'est à quelle date? C'est le 27 juillet. Et après, dans le territoire, je pense aux Lyonnais et des Monts d'Or, il y a beaucoup aussi en fait, d'entités qui sont à même, je pense, en fait, de réfléchir autour des éléments plus responsables et de faire
Il y a effectivement du coup, l'association avec qui on est aujourd'hui, il y a Trail Runner Foundation, il y a The Greener Wood qui est à Lyon, il y a les climato-sportifs aussi qui sont présents à Lyon, The Shifter pareil, il y a vraiment beaucoup de monde et qui peut participer donc, du coup à des tables rondes pour en fait justement faire émerger pas mal d'idées. Je note et je pense qu'on va Après, je me... Ouais, n'hésitez pas. Même à titre individuel, effectivement, il y a des personnes qui sont qui peuvent être, je pense, riches d'enseignement en tout cas. Je pense qu'il faut vraiment faire bouillonner la marmite. Ouais. Hein, c'est vrai. Hein. Faire un grand ménage. Après, je me permets aussi, étant pratiquant depuis des années et licencié en club d'athlétisme, donc affilié à la Fédération française d'athlétisme, je pense qu'en fait c'est un acteur, la Fédération française d'athlétisme, qui sont totalement dépassés par tout ça. Parce qu'en fait, ce serait à eux aussi, acteurs entre guillemets, de rentrer en action, qui ont une force, on va dire entre guillemets, sur les pouvoirs publics, etc. Et en fait, les dernières années, enfin, ils essayent en fait de suivre l'évolution, mais par exemple, le système de qualification là pour les championnats de France de trail, c'est totalement aberrant. Pour exemple, en fait, les championnats de France du coup sont à Val d'Isère cette année, donc dans un mois. Nous, Lyonnais par exemple, il faut aller faire un trail à Montanet, 25 bornes avec 500 mètres de dénivelé qui était au mois de février, pour se qualifier à un 72 km qui fait 5000 mètres de dénivelé. Donc. Est-ce qu'à un moment, et par rapport à tous les acteurs et tout, c'est vrai qu'on cite les mairies, on cite, etc. Est-ce qu'à un moment, la Fédé française, ils vont aussi dire, attendez, Pour te répondre, la Fédé, elle a historiquement été dépassée parce que le trail, ça a été historiquement pour s'affranchir de la fédération. C'est ça. Il y a des pays qui sont un peu mieux structurés parce qu'il y a réellement des fédérations et encore, mais je pense à l'Espagne où il y a la fédération de montagne qui va gérer certaines parties, la fédération d'athlétisme qui va gérer d'autres parties. En France, quand même, la fédération a fait beaucoup d'efforts pour tout ce qui est mise en place de sécurité sur les courses avec secouristes. Il y a eu vraiment un gros travail entre organisateurs, professionnels du secours et Fédé pour imposer un cahier des charges. Et là, actuellement, il y a de grosses réflexions. J'ai la chance de participer à ces réflexions sur trail et environnement. Donc, c'est en train d'être fait, mais effectivement, en fait, la Fédé n'est pas l'acteur suprême comme ça peut l'être par exemple la FIFA dans le foot. Là, il y a plusieurs acteurs, avec des acteurs économiques, associatifs, et c'est compliqué. Ça rejoint un peu les discussions qu'on avait avec Olivier plus tôt dans la journée. On a presque l'impression en fait que maintenant le plein pouvoir dans le domaine du trail est presque donné à des sociétés privées d'événementiel ou aux équipementiers, je dirais. Qui en fin de compte eux sont là pour en fait faire du profit en fait, et ils en profitent effectivement de se dire voilà, quand on en parlait, vous prenez ASO qui a un impact fou. Un mot, tu prends Extra Sport et tu prends Ironman qui gère en gros, c'est eux qui ont le monopole sur Lyon et bien plus encore. Oui, mais là du coup je pense qu'on a peut-être c'est plus les 5% comme avec UTMB Group, après on arrive peut-être à des 10-15%, et en fait il reste quand même une flopée en fait, des petits événements, des associatifs, super bien organisés. C'est ça, mais parce qu'en fait après, au-delà une fois qu'on a enlevé toutes ces courses qui sont organisées par ces genres de personnes, on arrive sur des courses qui sont organisées par des clubs d'athlétisme. Oui, tout à fait. Et du coup les clubs d'athlétisme, les organisations sont plus restreintes parce qu'il y a un budget global, etc. Ça tourne moins fort. Et en fin de compte, on se retrouve dans des courses qui ont un peu plus de valeur humaine, etc. Avec les bénévoles souvent sont les adhérents du club. Et puis bien ancrés dans le territoire. Voilà, c'est ça. Et que du coup, c'est du donnant-donnant. Par rapport aux collectivités, parce que souvent ça va être le club du village ou
de la ville qui organise la course. Et du coup, voilà, c'est les choses qui se perdent. Non, mais je te aussi. rejoins. C'est les choses qui se perdent aussi un peu avec toutes ces sociétés-là qui se sont créées et qui ont. Alors, tant mieux. Je te rejoins 100% et heureusement qu'il y a un engouement inégalé pour la course à pied, toute discipline confondue, ça dépasse même le trail. Hein. Heureusement qu'il y a cet engouement parce que les gros concurrenceraient beaucoup les petits et les petits s'en sortent en compte de la place parce qu'il y a des néo-pratiquants qui arrivent chaque année et revivifient le vivier. Sinon, à un moment donné, on peut se dire que les bails UTMB sur les territoires allaient aspirer tout, quoi, tu vois.